Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le premier numéro de la série Tout Savoir. Donc les Tout Savoir, c'est des vidéos explicatives sur des faits scientifiques ou sur des fiches d'élevage, comme c'est le cas de cette vidéo qui sera consacrée au Varanus beckeri. Donc Corentin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces varans déjà pour commencer? On va commencer, je pense, la vidéo en présentant un petit peu l'espèce. Après, le terrarium, genre dans quoi je les maintiens, ce qui est important d'avoir, ce qu'il ne faut pas faire, les plus grosses erreurs. Et après, on abordera peut-être des points un peu plus compliqués comme la reproduction ou des choses comme ça. Pour commencer, l'espèce Varanus beckeri, donc ça c'est le nom latin, nom vernaculaire varan noir. C'est assez facile de comprendre pourquoi. Le varan est complètement noir, même les yeux sont noirs. Au niveau morphologie, c'est un varan arboricole qui est assez grand quand même, hein, on tape dans les alentours du mètre quand même. Grosse partie de la taille qui est la queue. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la vidéo, mais dans le corps il fait aller 40 cm et la queue, il faut bien compter 60 au moins. Et après, tout ce qui est attribut du complexe Fracinus, qui font partie du complexe d'espèces qui est le complexe Fracinus, avec la queue préhensile, les micro-écailles un petit peu adhésives sous les pattes, les doigts très longs avec des griffes au bout. Jonathan, si tu as quelque chose à ajouter. On peut peut-être dire d'où ils viennent, Corentin? Ouais, ce sont des varans indonésiens, donc archipel de Haru à peu près, si vous voyez où c'est, un peu comme les Morelia viridis. Si on peut rajouter aussi, ils ont un œil pariétal. Je ne sais pas s'il est très fonctionnel sur le complexe, mais il est présent, c'est une morphologie. Pour ceux qui ne voient pas un peu ce que c'est un œil pariétal, c'est ce qu'on appelle le troisième œil qui se trouve au sommet du crâne chez les lézards, entre les deux yeux environ. Donc ça sert à la base à capter les UV et à voir s'il y a une présence au-dessus d'eux. Voilà. Donc après, pour le terrarium, là, on est parti donc pour un couple. Je pense que c'est le minimum aussi, pareil, comme pour un peu comme pour les acanthurus qui sont au-dessus, à partir sur un... plus ils ont d'espace, plus ils sont contents, hein, faut pas lésigner là-dessus. Là, on est sur un 170 par 60, je crois, ouais, si je dis pas de bêtises, équipé comme il se doit, lampe à UV, chaleur, pompe au fond, rampe de brumisation et lumière horticole pour que les plantes puissent se développer correctement, parce que ce sont des varans qui sont très destructeurs. Vous voyez la plante qui est là, elle était très fournie il n'y a pas très longtemps, ils ont commencé à sauter dedans, du coup ils l'ont laminée. Là, l'autre plante qui est plus derrière le mâle, donc plus c'est le mâle, vous allez voir qui est plus résistante. Ils ont plus tendance à se sauter dedans aussi, mais elle se porte mieux, on va dire. Donc peut-être que j'enlèverai celle-là pour en mettre une autre plus fournie. Autre chose sur le terrarium qui peut être intéressant, c'est mettre, comme vous voyez au fond, les filets de coco. Les filets en fibre de coco, ça se trouve généralement au rayon bassin extérieur, en animalerie ou à Leroy Merlin, des choses comme ça. Et c'est très pratique parce que du coup ça leur permet de grimper sur l'ensemble des parois du terrarium, quoi. Donc ça augmente la surface sur laquelle ils peuvent s'amuser. Au niveau de l'aménagement, vas-y, Jonathan. Ouais, donc je rajouterais juste pour les mailles en coco, vous pourrez ajouter une plaque de liège derrière pour vraiment maximiser au maximum l'espace sur lequel ils peuvent grimper. Au niveau de l'aménagement, donc malgré que ce soit des animaux tropicaux, ils ont besoin quand même d'une lampe à UV qui fournit une bonne quantité d'UV, donc HID, HQI au minimum quoi. Si possible, vous pouvez rajouter un néon UV tout en haut du terrain parce que avec la distance qu'il y a entre le sol et la hauteur, ils pourront eux-mêmes gérer les UV qu'ils auront besoin. Ensuite, on a beaucoup de branches, donc pour les grosses branches, vous pouvez les fixer directement dans le terrarium avec des vis de chaque côté. Parce que voilà, ils sont en train de faire un peu n'importe quoi dans le terrain, mais c'est vraiment des gros bourrins, pour le dire clairement. Un enchevêtrement de plein de branches, fixé un peu là avec des mailles de fibres de coco, c'est ça? Ouais, là les mailles c'est juste pour faire joli, elles retiennent pas la branche, hein. La branche elle pèse déjà son poids, alors ouais. Là on a des vis qui traversent des côtés là et côtés là-bas pour éviter que ça tombe parce que c'est quand même lourd, quoi. Ensuite on pourra mettre des troncs en liège, donc là on les voit pas forcément, mais je pense sur les petites vidéos qui vont être ajoutées par dessus vous allez les voir. Ouais.
Donc ils peuvent se cacher dedans directement pour dormir le soir. Je pense que le soir ils doivent rentrer dedans. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est comme un abri en fait. Comme dans la nature, ils ont tendance à pondre dans les troncs d'arbres et à se cacher dans les troncs d'arbres. Bah, ils font la même chose dans les terrariums si vous pouvez leur mettre à disposition. Faire attention par contre, on en reparlera après pour la reproduction, mais les trous en liège, privilégiez les trous en liège dans lesquels vous pouvez voir et vous pouvez accéder à l'intérieur. Donc des gros diamètres, des choses. Ou des demi-troncs directement calés contre une paroi. Après, dedans, niveau substrat, bon, bah, on part sur un mélange tourbe de coco, fibres, tout ça, mélangé avec du terreau pour les plantes. Et partez plutôt, pour juste l'impact un peu écologique du truc, partez plutôt sur de la coco plutôt que de la tourbe blonde ou brune, enfin de la tourbe naturelle entre guillemets, de tourbière, parce que ça a vraiment un gros impact sur la destruction de ces environnements plutôt fragiles. Ouais, donc après dans le substrat pareil, comme je fais pour tous mes terrariums, une microfaune, donc des petits collemboles, des cloportes, des vers de terre, etc. Comme ça quand les plantes meurent, bah, c'est digéré, c'est recyclé à l'intérieur. Les cacas c'est pareil, ça reste pas stagnant au fond, tout sale, besoin de moins d'entretien et puis c'est beaucoup plus naturel, quoi. Ce qu'on peut rajouter aussi dans le terrarium, faire très attention, ce sont des lézards qui sont la plus grosse cause de mortalité pour le complexe, c'est la déshydratation. Donc brumisation obligatoire et en plus si vous pouvez, voilà, comme dit Jonathan, un bassin d'eau dans le fond du terrarium. D'assez grande taille parce qu'ils peuvent y boire mais ils peuvent aussi se baigner au besoin pour les mues. C'est ça. Ou juste pour plaisir. Après, niveau du sexage, ce qu'on peut dire, bah, un peu comme tous les varans. Ouais, donc là ils ont... Ouais, c'est calcifié aussi les hémipénis. Donc si vous faites une radio, ça se verra pour les mâles, les deux hémipénis sont calcifiés. Sinon, avec une écho, ça se voit aussi. Ça se voit aussi, ouais. Pour rechercher les structures, tout ce qui est les gonades mâles, gonades femelles, donc ovaires et testicules chez les différents sexes. Et après, au niveau de la morphologie de l'animal en soi, le mâle a une tête plus large que la femelle. Ça se voit, vous allez voir sur les photos qui vont être ajoutées à la vidéo, c'est assez visible. Donc là, on parlait un petit peu de sexage. Au niveau de la reproduction, qu'est-ce que tu peux nous dire, Quentin, là-dessus ? Bah, étant donné que ce sont des varans qui sont quand même assez gros et comme tous les varans, ils ont tendance à bouffer leurs œufs, quoi. C'est un petit peu chiant. Et le mâle est assez agressif, quoi. Voilà, entre guillemets agressif, et la femelle aussi quand ils sont en période de reproduction. Donc essayez de séparer si c'est possible. Non, séparer les sexes dès que la femelle est gestante, comme ça vous êtes tranquille, vous êtes sûr qu'elle ne va pas être embêtée par le mâle ou autre. Une fois que ça c'est fait, bah, vous attendez qu'elle ponde. Et guetter la ponte pour éviter qu'elle consomme les œufs. Et une fois que la ponte est faite, vous récupérez les œufs. Donc généralement on va soit le pondre dans le substrat. Ce que vous pouvez faire aussi, comme pour faire dans la nature, c'est rajouter, vous voyez les nids d'oiseaux artificiels en contreplaqué. En boîte carré. Voilà, vous pouvez les rajouter sur les côtés du terrain, accessibles par l'intérieur, et du coup ça va faire comme dans la nature, les petites cavités dans les arbres, elle va aller pondre dedans. Ça marche très bien, il y a plusieurs éleveurs qui utilisent ça et les résultats sont très bons. Ouais. Pour l'incubation, bah, c'est là la partie la plus délicate parce que ça pond pas beaucoup d'œufs, on n'est pas comme sur du Pogona ou des choses comme ça. Qui pond une vingtaine d'œufs, là c'est une petite dizaine, même pas, non ? Même pas, ouais, sur le complexe, si vous avez 3 œufs viables sur la ponte, c'est bien. Voilà. Et puis faire très attention à l'hygrométrie, l'incubation est très longue, il y en a certains qui tapent des fois dans plus de 200 jours, donc attention, quoi, c'est surveiller tous les jours quasiment, c'est pire que des gosses, quoi. Une fois que les bébés sortent, bah, vous les mettez dans des petits terrariums et vous nourrissez directement comme les adultes. Tu vas peut-être parler du régime alimentaire, du coup, Jonathan, qu'on aborde. Donc, au niveau du régime alimentaire, donc, il y a des études sur le contenu stomacal, donc c'est le contenu de l'estomac d'animaux du complexe, donc c'est principalement insectivore. Ça peut parfois manger des oisillons ou des petites souris si ça en trouve, parce que c'est des animaux opportunistes. Et il a été retrouvé, je crois que c'est la banane, non ? Donc un peu de fruits, mais vraiment en très petite quantité, et c'est sûrement pas un régime régulier, c'est vraiment à certaines saisons quand il y a des fruits disponibles. Ouais, c'est ça, il avait dû être appété par la banane et du coup il l'avait consommé, mais comme dit Jonathan, principalement insectivore, donc en captivité criquet, blattes, vers de farine, tout ça. Et puis de temps en temps, on peut dire une fois par mois pour l'apport en calcium aussi, c'est intéressant, un petit souriceau, un blanchon ou un... Donc, ouais, pour tout ce qui est viande, enfin carné hors insecte, il faut savoir, bon, sur le bécari ça n'a pas trop d'impact au niveau de la couleur, mais sur d'autres espèces du genre, comme les Prasinus, Risingeri,
Ouais, Macrae, ça a des Gordon impacts. 6, Gordon 6, voilà. tout le reste du complexe. Si vous connaissez, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Complexe Prasinus. Vous pourrez demander à Tony Lubert dessus. Il fait très attention à ça et les résultats qu'il a avec l'alimentation de ces varans arboricoles du complexe, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'on voit très bien la différence entre les varans qui sont nourris avec beaucoup de nourriture carnée et ceux qui sont nourris qu'avec des insectes. Les différences de couleur, c'est impressionnant. Il y en a qui sont vraiment vert émeraude comme le Prasinus et d'autres qui sont beaucoup plus pâles parce que l'assimilation des lipides, le métabolisme change complètement la fixation des pigments. Ouais, on peut parler manipulation. Bon, ouais, c'est plus de la contention au besoin. C'est ça, voilà. au besoin. Si vous avez besoin d'intervenir sur vos bêtes, bon, vous les attrapez, contentionnez correctement, comme pour tous les varans. Mais évitez de les manipuler, ils sont pas agressifs. Hein. Je peux intervenir dans le terrarium sans problème, ils viennent voir ce qui se passe, etc. Mais ils n'ont pas d'attrait à être manipulés, quoi. Donc, comme tous les varans. Il faut savoir que ce sont des animaux qui sont très intelligents, donc ils comprennent vite que vous n'êtes pas une menace, mais ils ne vont pas venir forcément non plus vous sauter dessus et vous faire des câlins. Ce qu'on peut rajouter d'autre, ça va être au niveau peut-être du training. Oui, ouais. Training, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est le fait d'entraîner entre guillemets son varan. Les gros varans surtout, on fait surtout ça sur du Komodo, Salvatore, Panoptes aussi, ça marche bien. Sur les varans de cette taille-là ou les arboricoles, c'est un peu plus compliqué. Ça peut se faire, mais on va plutôt parler d'enrichissement. De l'enrichissement, c'est-à-dire faire en sorte que l'animal ait une contrainte à aller chercher sa nourriture ou des choses comme ça. Il y avait des très bonnes vidéos sur internet où par exemple une personne prend un tronc de bambou, un gros tronc, et fait des petits trous dedans et met les insectes dedans, du coup ça oblige le varan à aller mettre les pattes comme de la nature pour aller chercher dans les infractuosités du bois les insectes. Après on peut faire, j'avais vu aussi un système avec une gamelle de nourrissage qui basculait si l'animal posait la main dessus et tout, donc ça peut servir aussi à l'entraînement entre guillemets de ces animaux. Ce sont des varans qui sont très recherchés, ouais. Le marché est très saturé, c'est-à-dire que tout ce qui passe directement est vendu, donc pour en trouver c'est compliqué, il y a des prix assez élevés, ouais, c'est ça. Donc ouais, on fera juste un petit rappel de privilégier le NC si possible, parce que genre WC sur un couple qui va arriver sur le marché, on va dire, il y en a peut-être des dizaines ou des vingtaines qui sont morts avant ça, donc vraiment privilégier le NC sur ça pour limiter l'impact d'Aterrario sur le milieu sauvage. C'est ça. Puis au niveau parasites et tout, pour les débutants, les gens qui commencent avec le varan ou le complexe, le NC c'est beaucoup mieux, s'il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de problème de dermatose ou des choses comme ça, dermatose, je ne sais plus exactement. Ouais, tous ces problèmes-là, les éleveurs, et vu que c'est dans la captivité, ils sont beaucoup moins sujets, donc beaucoup plus simple à gérer. Ouais, au niveau de l'approche du varan, entre un WC et un NC, vous allez pouvoir l'habituer dès qu'il est petit, avoir moins peur de l'homme, entre guillemets, quoi. Il va plutôt venir vers vous quand vous allez le nourrir. Du WC, il va falloir plus de temps, vous n'arriverez pas au même résultat non plus à la fin. Voilà, niveau des prix, ce qu'on peut dire à peu près, pour un couple adulte, bon, il faut partir dans les 1004, 1006, 1007 pour le bécari, ça peut monter encore plus haut, hein, ça dépend des éleveurs, de ces choses-là. Pour des juves, comptez dans les 600-700. Et pour le reste du complexe, bon, mis à part les très rares bohémiers, des choses comme ça, c'est à peu près les mêmes zones de prix, ou le Résinguiri qui est un peu plus cher aussi parce qu'il est plus rare, mais autrement, Prasinus, mis à part les localités, on est à peu près dans les mêmes zones de prix. Ouais. Donc, comme on en a parlé dans la vidéo, pour les groupes Facebook qu'on conseillerait, ce serait Complexe Prasinus. Ouais. Donc c'est un bon groupe vraiment avec une bonne communauté. Si jamais vous êtes intéressé par ce groupe de varans, n'hésitez pas à y aller. C'est là-dessus que j'ai commencé. Il y a une mine d'informations qui est tellement impressionnante, des éleveurs qui ont une expérience sur le complexe qui remonte des fois quasiment à leur jeunesse. Donc quand les personnes ont 40 ans, ça fait 20 ans d'expérience sur le complexe, ils ont des conseils qui sont vachement sympas, quoi. Puis on apprend plein de choses, la communauté est sympathique, donc passez si ça vous chante. Et puis pour le reste, comme les autres groupes de varans, Varanus, si vous tapez Varanus dans la barre de recherche Facebook, il vous guidera. Oui, voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster juste en dessous dans les commentaires, à partager la vidéo, à liker, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, à plus!